Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi, vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène déambuler au cœur des œuvres du photographe Vincent Marc. Le ciel est clair, la journée est fraîche. Après une traversée en vélo du département de Seine-Saint-Denis, je retrouve Vincent au cœur de son appartement/atelier. Silhouette dynamique, cheveux châtains et regard doux, Vincent Marc m'accueille simplement et chaleureusement. Vincent est artiste photographe. Après une formation aux Beaux-Arts de Valenciennes et à l'école de photographie d'Arles, Vincent se spécialise et s'illustre dans l'art de la photographie. Les photos de Vincent sont teintées d'humour, mais surtout invitent à se poser des questions. Vincent s'interroge notamment sur notre occupation de l'espace, sur la standardisation de notre habitat et comment le choix de notre espace de vie, de notre intimité, fait écho à nos propres choix de société. Vincent est toujours en quête de nouveaux décors, qu'il rencontre, qu'il imagine, reproduit, puis photographie. Il travaille aussi bien la photographie en 2 dimensions, mais c'est aussi un sacré bricoleur. Il fabrique des caissons lumineux à l'aide desquels il projette ses photos, mettant en valeur les couleurs et les lignes de celles-ci. Avec Vincent, nous avons parlé de son processus créatif, des thématiques qu'il aborde, de ses œuvres, de ses projets. Je vous laisse profiter de cet épisode et de l'univers passionnant du photographe Vincent Marc. Très bonne écoute et à très vite sur Studio Visite. Eh bien, bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur Studio Visite. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir proposé. Oui, je suis très contente de te retrouver chez toi et aussi là où tu travailles parce que tu m'as montré que tu as un petit coin atelier où tu peux bosser sur tes photos, faire tes retouches, etc. Je commence toujours le podcast en demandant à mes invités de se présenter comme ils le souhaitent. Ok, alors je m'appelle Vincent, j'ai 30 ans, je suis artiste photographe, je suis originaire du nord de la France, dans un petit village à côté de Lille. Okay. Et j'ai fait mes études à l'école de photographie d'Arles et actuellement je vis à Saint-Denis. Ok. Et moi j'aime bien savoir un petit peu le chemin de l'artiste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu artiste et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'est une bonne question parce que finalement je ne viens absolument pas d'une famille artistique qui est en lien avec le domaine de l'art et encore moins de l'art contemporain. Okay. Donc je dirais que c'est venu par la force des choses avec peut-être un sentiment de frustration. Car en fait j'étais vraiment pas prédestiné à être artiste ni je n'avais pas la volonté de le devenir. Mais finalement j'ai toujours voulu faire passer un message, alors que ce soit au lycée par exemple où j'écrivais beaucoup. Okay. Et en fait, c'est la forme qui a pris le plus de sens dans ce message et dans cette volonté de retransmettre un message, c'est la photographie. Et c'est par la force des choses où je me suis amené donc aux Beaux-Arts et ensuite à Arles, et aussi par les rencontres que j'ai pu faire avec différents amis qui sont aussi des artistes ou différents professeurs qui m'ont guidé aussi dans cette voie. Donc c'est un chemin pas prédestiné, mais avec beaucoup de rencontres et avec voilà une frustration de base qui est celle de vouloir s'exprimer.
Quand tu dis frustration, c'est aussi que tu constatais des choses et que tu avais besoin de les montrer, de les signaler, de... Exactement. Okay. En fait, comme je te disais au début, je viens d'un petit village, donc à côté de Lille, qui est devenu au fur et à mesure une banlieue et qui s'est transformé au fur et à mesure. Donc, alors c'était des champs qui se sont transformés en maisons à la manière de Levitt. Donc c'est un auto-entrepreneur immobilier qui a construit des maisons similaires, enfin un peu comme les gated community américaines, où toutes les maisons sont pareilles. Et voilà, c'était des choses qui moi me dérangeaient, mais je ne savais pas les exprimer ni comment voilà interagir aussi avec ça. Donc c'est des frustrations qui m'ont aussi enfermé chez moi et qui en fait ont fait que j'ai eu beaucoup de revendications après par la suite à vouloir dénoncer et aussi pratiquer. Ouais. D'ailleurs, on retrouve on va développer un peu ton œuvre et ton travail, mais on retrouve cette question sur l'architecture, sur l'habitat, sur comment des endroits sont désingularisés, déshumanisés, et on y reviendra, mais en effet, en tout cas, on retrouve cette frustration d'origine, après par la suite dans ton travail. Ok, et après tu as fait les Beaux-Arts de Valenciennes, c'est ça ? C'est exactement ça, j'ai fait les Beaux-Arts de Valenciennes, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc là, j'ai pu rencontrer le photographe Philippe Bazin, justement, qui m'a beaucoup guidé dans cette voie de la photographie, parce que voilà, oui. Parce que moi, je me suis posé la question quand même. Les Beaux-Arts, c'est pas toujours la photographie qui vient en premier. C'est vrai ou alors on n'imagine pas ça en premier, parce qu'il y a aussi des écoles de photographie qui sont aussi vraiment concentrées sur ce médium-là. Donc ça m'a étonné aussi que tu fasses ce choix. Enfin, c'est pas toujours. Ouais, c'est pas toujours courant, et c'est aussi, en fait, les Beaux-Arts, c'est vraiment transdisciplinaire. Alors, je me suis essayé à peu près à toutes les disciplines. Alors, en dessin, j'étais très mauvais. Et j'ai fait beaucoup de sculpture aussi. Ce qu'on pourra aussi retrouver dans mon travail, c'est cet aspect sculptural que j'essaye finalement de retrouver dans les photos où je sculpte mes images par la post-production. Et aussi par la construction. Donc voilà, je bricole un peu et j'aime bien aussi construire en fait mon image. Et donc il y a cette transdisciplinarité que j'ai gardée des Beaux-Arts et qui m'a permis aussi après dans la pratique de le faire dans mes photographies. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas encore très bien ton travail, t'as des photos en 2D, enfin comme on peut l'imaginer, et après c'est vrai qu'il t'a tout un travail sur les boîtes lumineuses. Donc là on peut le voir, l'aspect aussi sculpture, objet, 3D, où on peut faire le tour. Enfin. Ouais, exactement. Ouais. Super intéressant. Est-ce que tu te souviens un peu de ton premier contact avec l'art ou la photo, parce que voilà, tu nous expliques que tu t'es orienté vers ces études et vers ce parcours lié à des frustrations, mais on pourrait aller vers d'autres choses que l'art. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tes premiers amours artistiques ? Alors je dirais pas que c'était des premiers amours artistiques, parce qu'en fait quand j'ai commencé à apprendre ce qu'était l'art, j'avais une mauvaise idée de ce que pouvait être l'art aussi, enfin l'art contemporain en tout cas, parce que justement quand on pense à l'art, on pense aux grands peintres d'il y a très longtemps, et on présente assez peu l'art contemporain, ou alors on le présente mal ou difficilement. Et donc mes premiers contacts avec l'art contemporain ont été assez difficiles, parce que justement je ne le comprenais pas, ou je n'essayais pas de le comprendre. Et c'est par la force des choses. Alors c'est mon enseignante donc au lycée qui m'a fait connaître Pierrick Sorin. Donc c'est un artiste vidéaste qui travaille justement beaucoup sur cette illusion et cette construction de l'image, notamment dans ses vidéos. Et en fait, ça a été vraiment un chamboulement dans ma conception de l'art. Donc on pouvait aussi faire des choses un peu drôles, un peu qui sortent complètement des sentiers habituels, et c'était hyper intéressant, et en vrai ça m'a ouvert vraiment une vision de l'art qui
que je n'avais pas à ce moment-là et qui m'a aussi incité à produire moi de mon côté et à devenir artiste finalement. Donc ça, je dirais que mes premiers contacts avec l'art contemporain, c'était avec Pierrick Saurin. Ok. Voilà. Et avant, t'avais un peu même dans ta famille, t'avais un peu une culture des musées, d'aller voir des expos, d'aller voir les grands peintres, ou c'était quelque chose, c'était pas du tout. Absolument pas, non. Okay. Ma famille n'est vraiment pas dans ce milieu culturel et alors on n'allait pas du tout dans les musées. Il y a ma mère qui dessinait beaucoup, donc quand même. Oui, cette culture finalement de l'art vient probablement, alors j'ai pas fait de psychologie ou du psychanalyse sur ma propre personne, mais en tout cas je pense que ça pourrait venir aussi de ma mère qui dessinait beaucoup, donc qui avait cette pratique du dessin que j'ai essayé de reproduire étant plus petit, mais que bien sûr je n'ai pas réussi à reproduire. Et donc voilà, c'est... Ouais, oui, c'est un peu un faisceau d'éléments qui t'a amené exactement. À ça. Et pour les personnes qui connaissent pas encore ton travail, même si après ils pourront aller voir sur les réseaux, etc., et en galerie et dans d'autres studios, comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas ? C'est une question un peu difficile. Je dirais qu'il y a un double regard à avoir avec mon travail, parce que je travaille donc, comme on l'a dit plus tôt, sur l'habité et sur notre aspect quotidien. C'est quelque chose que l'on ne voit plus, parce qu'on est habitué en fait à regarder son quotidien. Et donc moi, dans mon travail, j'essaie justement de travailler sur ce quotidien, et de présenter un peu les bizarreries qui pourraient en ressortir. Donc voilà, je dirais avant tout de regarder ce double sens, de prendre le temps, parce que maintenant, quand on va dans les musées, quand on regarde les travaux des artistes, il y a plus le temps. Enfin, je pense notamment à Instagram où voilà, ça scrolle très rapidement les images. Quand on va dans les musées, on passe 5 secondes sur des images. Les vidéos sont très mal représentées dans les musées. On va pas jusqu'au bout des vidéos généralement. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, il y a ce temps dans mes photographies qu'il faut prendre pour constater une bizarrerie et voir le double sens. Et aussi voilà, toute cette question sur le quotidien, sur l'intime, que l'on construit et que l'on essaie de préserver par rapport aux industriels qui nous bombardent du standard. Donc je pense notamment à Ikea. On a tous on reviendra sur le projet que tu as fait. C'est un de mes préférés. Ok, bon bah nickel. Oui, c'est vrai que donc si on peut un peu résumer, tes photographies, elles questionnent beaucoup notre habitat. À la fois, elles questionnent notre quotidien qu'on considère normal, mais dans tes photos, c'est tourné un peu à dérision. Du coup, ça remet en perspective vous trouvez ça normal, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Exactement. Parfois, ça place l'humain dans cette espèce de théâtre un peu absurde. Voilà, et en même temps, c'est vrai que ça traite de sujets un petit peu plus, on va dire, sérieux, entre guillemets. Enfin, parfois, tu te détaches un peu de ce côté humoristique où tu montres un peu une nature qui, petit à petit, perd du terrain. Je sais que t'as pas mal travaillé sur... des photos qui montrent un peu cet océan de béton dans lequel on vit. Voilà, ouais. Oui, c'est vraiment mon travail actuel sur le béton justement, qui est un élément qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité et que l'on utilise à présent tout le temps dans les constructions et qui est quand même un élément très fort, très dur, qui représente beaucoup. On pense notamment aux HLM dans les cités, etc. Voilà, il y a une symbolique aussi super forte. Exactement. Et qui, commence à devenir assez présente dans mon travail parce que justement, j'aime bien travailler sur cet élément-là qui constitue un pan de notre société très important. J'aime bien demander, parce que je pense que t'en as au moins une de tête, si tu peux choisir une œuvre que t'as fait et genre essayer de la décrire. Pour que les gens puissent imaginer par exemple un échantillon d'une de tes photos. Est-ce que tu peux essayer de faire ça ? D'accord, oui. Je pense que c'est l'œuvre la plus récente que j'ai faite. C'est en fait une œuvre donc que j'ai faite en 3D d'un bâtiment couché avec en sigle le McDonald's. C'est aussi une photo de vue aérienne. Où en fait on voit donc le bâtiment plié sous le poids de la publicité qui était accrochée au bâtiment.
Et donc en fait dans ce bâtiment plié, moi ce qui m'a intéressé, c'est justement je fais beaucoup de marches pour justement m'inspirer. Et en fait j'ai remarqué beaucoup de publicités qui étaient affichées on constate tous ça, les grandes publicités sur les bâtiments, et je voulais vraiment retranscrire ça comme un poids très très pesant sur les appartements, et donc qui commence à se plier en fait sous ce poids de la publicité. Donc voilà, c'est une image assez grande. Oui, c'est vrai que ça fait un peu penser aussi le poids de la publicité sur nos appartements qui sont censés être nos lieux de confort, de retrouvailles, quand même d'interaction familiale, etc. Et en fait, dans notre quotidien, dans ce lieu de quotidien qui normalement est censé être un cocon, un lieu agréable d'intimité, il y a parfois ce poids un peu de cette publicité d'une société beaucoup concentrée sur l'argent, sur c'est un business, l'industrie, ouais. Ouais, c'est un gros business, et ça rapporte beaucoup d'argent, et c'est vrai que il y a une intrusion vraiment très très présente actuellement. Je pense là au Google Home par exemple. Il y a aussi un Amazon, je crois, qui a sorti quelque chose. C'est les industriels s'intéressent beaucoup en fait à cet univers intime des individus, parce que justement c'est une masse financière énorme, et ça leur permet justement de faire beaucoup de profits. Et j'aime bien connaître aussi un peu les processus créatifs, surtout que toi tu as un aspect technique quand même que je trouve intéressant, de par le fait que tu fasses de la photographie, mais aussi tu vas plus loin avec ce qu'on disait, toutes ces boîtes lumineuses. C'est pas toutes tes photos qui sont en boîte lumineuse, mais il y en a quand même. Au début, moi j'aime bien connaître un peu toutes les étapes, c'est-à-dire au début il y a rien, a priori il y a rien. Et comment à la fin on a une photo en 2D ou en boîte lumineuse. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça se passe étape par étape? Oui, alors déjà il y a la source d'inspiration. Alors c'est divers et multiple. Il y a avant tout, comme je le disais tout à l'heure, il y a des marches. Je marche beaucoup dans les villes dans lesquelles soit je suis en résidence, soit je cherche des projets. Donc là où mon regard peut être attiré dans un premier temps. En fait, c'est un processus assez long de création. C'est-à-dire que c'est un repérage, et ensuite je reviens sur les lieux en me disant ah oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre, et j'ai envie de le retranscrire, de l'exagérer aussi parfois. Et aussi, je lis beaucoup de romans dystopiques, donc l'envers de l'utopie. Et donc ça m'inspire beaucoup, notamment sur les aspects que deviennent les utopies au bout d'un moment, et comment elles se transforment aussi. Et il y a l'actualité. Alors je suis un grand féru d'actualité. Ma compagne par ailleurs est journaliste, donc je consomme beaucoup d'actualité, ce qui peut m'inspirer, et voir aussi des projets à travers le monde que je n'aurais pas eu connaissance autrement. Et donc toutes ces étapes me permettent de penser un projet. Et après le processus de création, alors c'est soit de la photographie, soit justement de la sculpture que je rephotographie derrière. Et ensuite il y a l'installation, donc toute la pensée scénographique d'un projet dans lequel j'essaye justement de construire de A à Z les différentes aspérités. Ok, alors il y a des choses sur lesquelles je vais revenir. Donc par exemple tu te balades dans une ville, tu vois un endroit qui t'interpelle, tu peux y revenir, peut-être tu regardes un peu la luminosité, enfin peut-être que ça aussi ça t'influence. Tu vas prendre une photo. Après, tu dis que parfois il y a un travail de sculpture, c'est-à-dire je vais reprendre par étapes du coup. Oui, alors alors parfois il y a des endroits qui m'interpellent, donc parfois j'ai pas mon appareil photo avec moi, donc j'y reviens. Effectivement, il y a tout ce travail de luminosité qui est hyper intéressant, qui aussi permet un travail linéaire par rapport à la série que je suis en train de faire, de cohérence aussi. Donc j'y reviens, et j'essaie de travailler en fait cet aspect de lumière. Donc ça c'est notamment pour tous les photographes, je pense. Et
Ensuite, il y avait donc après j'ai oublié. Et donc tu me parlais d'un travail de sculpture. Oui. Voilà, je veux bien que tu reviennes un peu. Oui, alors il y a un travail de sculpture. Alors c'est soit quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai envie de reconstruire d'ailleurs. J'ai ce besoin-là de reconstruire parfois des éléments qui m'ont interpellé. Okay. Ou soit c'est un travail de sculpture en post-production. Donc généralement quand je vois quelque chose qui m'interpelle, j'essaye de l'exagérer un petit peu, de lui montrer, de lui appliquer l'aspect que j'y ai vu. Ok, par exemple plus de matière, plus de relief, plus de volume, des choses comme ça. Tu vas travailler, tu vas retoucher un peu la photo pour lui donner plus de ça. Oui, complètement. Okay. Même. Ok. Et quand tu dis que parfois tu reproduis, c'est-à-dire que tu peux dans la vie réelle reproduire un espace et le refotographier derrière. Oui, c'est ça. Okay, j'essaie de donc reproduire. Tu mets toute une scéno, tu vas trouver un espace où tu vas. Si ce qui t'a interpellé, c'est je sais pas, une vitrine avec un rideau, avec voilà, tu vas essayer de reconstruire ça pour le reprendre en photo, mais en exagérant peut-être un peu les traits qui t'ont interpellé. Oui, généralement j'ai une vision de l'image finale que je veux dès le début, et en fait voilà, c'est très difficile pour moi de partir en dehors de cette vision, et je la veux vraiment. Donc voilà, c'est un travail de construction après. Donc je travaille beaucoup les maquettes. J'adore les maquettes. Okay. Donc voilà, c'est aussi ce travail de maquettiste qui vient après en fait. Dans lequel j'essaie de construire l'espace que je veux. Ok. Et une fois que tu as le rendu de la photo finale, donc voilà, il y en a qui sont en 2D, donc là j'imagine il y a un travail de retouche, etc. Mais pareil pour... Déjà, comment tu choisis si tu veux en mettre sur une boîte lumineuse ou pas? Donc pour pour les auditeurs et auditrices qui savent pas exactement, une boîte lumineuse, c'est... Alors, je vais expliquer avec mes mots et après tu rentreras dans l'aspect technique si tu veux. Alors pour moi, c'est comme une boîte, mais à l'intérieur, il y a un mécanisme lumineux qui permet d'illuminer la photo et du coup, ça en fait pas mal ressortir les couleurs, les reliefs, la matérialité parce que du coup, la photo est éclairée de l'arrière. Voilà. Je vois comme ça. Oui, non, mais c'est ça. Après, exactement, c'est très bien expliqué. Après, pour les aspects techniques, donc c'est du papier backlit, donc c'est un papier rétro-éclairant, donc qui permet justement d'avoir une image rétro-éclairée. Voilà. Et comment tu choisis cette photo, je veux l'éclairer ou pas? Alors c'est un travail de recherche aussi. Donc par exemple les images que tu as pu voir des images en caisson lumineux, c'est des images que j'ai imprimées, ça fait 3 ans, 4 ans, qui sont imprimées différemment aussi, et donc qui ont atteint leur aspect final à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est un processus en long terme où je fais des expérimentations par exemple la taille des images, ça c'est très important. Ça a mis un bout de temps à trouver la bonne taille parce que je voulais pas que ce soit trop grand, je voulais pas que ce soit trop petit, et voilà. Donc c'est un processus très long. Et si je pouvais résumer un petit peu pourquoi les caissons lumineux, ce serait aussi pour montrer parce que ça a un caractère un peu sacralisé d'avoir un caisson lumineux, ça attire tout de suite le regard. Et justement, comme je photographie beaucoup le quotidien, des choses un peu vues tous les jours, comment attirer le regard encore sur ces aspects-là, sur ces espaces-là. Donc le caisson lumineux permet finalement de montrer quelque chose que l'on voit déjà beaucoup et qui nous interpelle et qui nous interroge et nous questionne sur nos propres espaces. Ouais. Et techniquement, c'est toi qui fais le mécanisme lumineux, parce que là, du coup, on fait un peu d'électricité, quoi. Oui, il faut un peu d'électricité. Alors, c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est surtout un travail de menuiserie pour justement concevoir le caisson. Oui. Ah, c'est toi qui conçois. Oui. Du coup, c'est moi qui ai construit les caissons, parce que alors au départ, c'était parce que c'était très cher de le faire, et en fait au fur et à mesure je me suis pris au jeu, et aussi pour donner un aspect un peu unique et comme je le sens en fait, donc c'est à dire que j'ai une vision du cadre, et je peux le faire moi-même et avoir la finalité que je veux. Et la dimension que tu veux. Exactement, la dimension que je veux, c'est très important parce que justement c'est des dimensions parfois assez particulières, et donc voilà, ça permet cet aspect-là.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai été dans ton atelier, il y a une ribambelle d'outils. Oui. Donc on voit que tu utilises énormément aussi tous ces outils-là pour perfectionner ton travail et aboutir à cette vision, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment que tu vois ce que tu veux donner, ce que tu veux dire, sous quelle forme, quelle couleur, à quelle intensité. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper précis. Ouais, c'est un peu précis. En fait, j'ai un petit carnet dans l'atelier. Enfin, j'en ai plusieurs, mais là, j'ai un petit carnet où je note. Je fais des dessins très schématisés et où j'écris à côté aussi ce que je veux. Et à partir de là, voilà, ce sera l'image finale. Donc, à peu de choses près, on peut retrouver l'image que j'ai fait dans les carnets des années ou des mois auparavant en finalité. C'est génial. Et j'imagine aussi que tout ce qui est scénographie, etc., tu l'écris, parce que quand tu reconstruis une image en vrai pour après la photographier, tout ça tu l'écris, comment ça se passe? Alors oui, je l'écris. En fait, voilà, la dimension de dessin ne m'a jamais quitté, même si je suis assez mauvais à ça. J'essaie de faire des dessins schématisés de ce que je veux pour moi-même me retrouver, parce que c'est généralement des idées que je peux avoir des années avant et que je retrouve après dans mes carnets et je me dis zut, comment j'ai pensé ça? Et en fait, voilà, les croquis et les écrits me permettent d'avoir une idée assez précise de ce que je voulais avant. Donc évidemment, avec la sensibilité qui a évolué, donc il y a des modifications à apporter ou des faisabilités qui ne peuvent pas se faire. Mais dans l'ensemble, c'est des schémas que je reprends et qui me permettent aussi d'avoir ce que je veux. Ok. Super intéressant. Ouais, donc il y a un travail d'écriture, un travail de dessin, de recherche vraiment en amont. Après, un travail un peu de errance, de balade, de rencontre, d'écoute de ce qui se passe autour de toi. Puis après, toute la mise en œuvre, du décor que tu trouves ou que tu reconstruis pour après les photographier et retoucher, les mettre en question lumineuse si ça s'y prête, pour après finalement être présenté. Ouais. Donc c'est des étapes, c'est assez long en fait, et ça doit être aussi assez intense parce que tu dois te plonger là-dedans. Oui, c'est assez intense et finalement j'aime bien ce côté-là de l'aspect très long, parce que dans la photographie, on est toujours dans l'aspect pressant et pressé, donc instantané. On en prend plein. On en prend plein, beaucoup. On a des appareils photo qui tirent en rafale. Moi, c'est un processus plus long où justement j'essaie de maîtriser tous les aspects de l'image, parce que, comme je le disais, il y a un double sens que j'aime beaucoup dans mes images, un peu humoristique et en même temps un peu bizarre, et voilà, j'ai vraiment cette volonté de vouloir le montrer et le retranscrire par mes images sans que je sois présent, parce que ça, c'est la principale difficulté de l'art contemporain ainsi, c'est de le comprendre sans que l'artiste ou qu'il y ait un texte d'explication. Donc voilà, c'est toute cette ambiguïté aussi que j'essaie de mettre dans mon travail, qui prend beaucoup de temps, mais à la fin, voilà, c'est des images, quand elles sont finalisées, je reviens peu dessus aussi. Et on l'a déjà dit un peu en introduction, mais ton travail, il questionne beaucoup l'art d'habiter, d'occuper l'espace, aussi ce que ça dit de nous socialement, d'être dans ces habitations, d'occuper comme ça l'espace, de comment aussi dans notre société l'architecture se construit et qu'est-ce que ça dit de nous. Voilà, ça questionne un peu tout ça. Est-ce que tu peux par exemple, nous en dire plus, ou nous parler d'un projet en particulier, un peu développer ce sujet qui est le fil un peu rouge de ton travail. Oui, alors j'aime bien parler du projet. Je sais pas si je dois en parler maintenant ou après, mais de celui d'IKEA, parce que pour moi, on peut en parler maintenant, bien sûr. Ouais. Parfait. Moi, j'avoue que c'est un gros coup de cœur. Je me permets de te couper, mais c'est un gros coup de cœur, parce que aussi on s'identifie énormément, et c'est vrai qu'il y a ce côté très un peu humoristique quand même, parce que Ikea ça incarne vraiment aussi des week-ends, des moments où tu peux passer des heures dans un hangar géant, et en vrai c'est un peu absurde quand on y pense, et en même temps ça questionne
beaucoup de la standardisation. Enfin, ouais, moi, c'est un de mes coups de cœur de tes projets. Ouais. Mais vas-y, je veux bien que t'en parles. Oui, c'est généralement le plus éloquent aussi quand j'en parle pour comprendre mon projet. Donc ça s'appelle le Miracle. Alors je sais pas si je prononce bien la ville, mais j'ai noté Almut. Almut, c'est exactement. Ouais, oui. okay. Donc c'est une petite ville en Suède. Alors en fait, ce projet a commencé quand j'ai fait une résidence à Londres après mon école de photo, où justement je vivais dans l'est et ils ont commencé. En fait, Ikea a commencé à racheter en fait une part de quartier. Alors je sais plus où exactement pour construire une sorte de ville Ikea. Mm-hmm. Donc après des recherches, j'ai vu qu'ils en construisaient un peu partout en Europe. Et donc forcément, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur cet aspect-là parce que je suis comme tout le monde. J'ai des meubles Ikea, j'ai des outils Ikea, on en retrouve partout, donc que ce soit en Europe ou au Japon. Et donc c'est cette entreprise du standard justement qui s'insère dans notre quotidien et qui m'a beaucoup intéressé. Et donc après quelques recherches, j'ai vu que la base de Ikea, là où ça a commencé, c'était à Almut. Mm-hmm. Donc qu'est-ce que c'était que ce petit village où ça a commencé. Donc j'y suis allé, c'est en Suède, dans une forêt entouré d'une forêt. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que en fait c'était une ville musée. Ça se transformait vraiment un peu en Ikea City. Où justement il y avait un hôtel Ikea, il y avait le musée Ikea. Oui, on voit la photo de l'hôtel Ikea qui est trop bien. Et mais il y a des gens. Oui, il y a des gens mais qui travaillent du coup chez Ikea. Qui travaillent chez Ikea, donc c'est beaucoup de gens qui viennent d'Europe pour travailler ici. Ok. Donc c'était hyper intéressant parce que justement tout le monde parle Ikea, mange Ikea. Parle que de ça, quoi. C'est assez incroyable. Le musée est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout cet aspect-là de la ville qui m'a beaucoup intéressé, forcément. Et que je voulais et que je veux encore montrer et un peu extrapoler parce que justement en m'intéressant à cette ville ça nous interroge aussi sur nos propres espaces, sur comment on le conçoit, comment on le pense et comment on le construit parce que justement Ikea donc est partout avec vraiment une standardisation très très forte dans son mobilier, qui n'a pas eu une étagère Billy par exemple. Ouais. Donc c'est toute cette conception du chez soi par l'univers du standard qui m'a intéressé donc dans ce projet-là. Ça amène même à des questions même encore plus larges parce que le fait qu'en fait on standardise notre habitat finalement par effet de ricochet, ça standardise nos pensées, nos esprits, notre manière de d'imaginer. Je trouve que finalement, si on pousse un peu plus loin, on va tous un peu penser pareil, tous avoir les mêmes traditions, tous manger pareil, et du coup toute la singularité des traditions, de l'humain, de la pensée, du débat, qui fait que culturellement c'est riche. En fait ça disparaît. Et l'habitat est un premier symptôme, je trouve, mais finalement après on peut le voir beaucoup plus large. On s'habille tous pareil, tout le monde a des Nike. Après on pourrait pousser le truc encore plus loin. Ça peut justement, ce projet peut permettre de pousser un peu plus loin parce que oui, c'est un peu effrayant dans le sens où l'habitat, le chez soi, c'est le principal moteur de la construction de soi et de ce que l'on peut devenir. Et donc si tout est standardisé, si tout le monde est pareil, voilà, que restera-t-il à l'avenir et à la construction d'un commun? Ouais, exactement. Donc oui, c'est hyper intéressant. Et, comme je le disais au début, je lis beaucoup de romans dystopiques. Donc évidemment 1984, où justement il y a dans ce livre, on peut retrouver donc les mots, par exemple, le langage qui est diminué justement pour avoir une pensée standardisée pour tout le monde, des habitats très restreints. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là, toutes ces questions et ces problématiques qui peuvent se concentrer donc dans la problématique qu'est Ikea. Et dans ton travail aussi, vu que tu, via ce projet sur The Miracle of Almut, mais dans d'autres, tu questionnes aussi la matière qu'on utilise, donc comme on disait un petit peu plus tôt, le béton, mais Ikea c'est aussi beaucoup de plastique, etc. Et du coup ça pousse aussi, je trouve, à penser
déjà quelle qualité de matériaux on choisit dans lesquels on veut vivre. Aussi, est-ce qu'ils sont bons pour nous en tant qu'humains, parce que c'est à questionner. Et aussi, plus large, au niveau de la planète, on passe d'une planète où la nature était luxuriante à une planète un peu de béton, et ça questionne aussi sur notre futur et ce qu'on veut en faire. Ça questionne évidemment la qualité des matériaux. Hein. Quand on sait que voilà, Ikea, c'est du bois compressé, donc des copeaux de bois compressés, donc dans beaucoup de ces meubles, voilà, c'est pas du très bon matériau, ça casse assez rapidement. Ou, il y a des produits chimiques. Voilà, il y a pas mal de choses dedans et on sait pas vraiment déjà ce qu'il y a dedans, et en plus de ça, voilà, c'est vraiment très profitable pour enfin, quand on pense aussi par exemple aux meubles de nos grands-parents là qui sont toujours d'actualité et qu'on essaie de nous refourguer, mais voilà, qui sont toujours costauds, solides et qui marchent. Alors moi j'ai très peu eu de mes grands-parents des meubles Ikea par exemple. C'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps. Non. Oui, c'est ça. Donc aussi ça pose la question du temps, de la pérennité. Et justement, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres ? J'ai envie qu'on ressente, qu'on se questionne, notamment. C'est vraiment mon principal but, je vais dire, qu'on se questionne en fait sur son chez soi, sur ce qui nous fait habiter. Et oui, c'est vraiment la principale idée pour laquelle je fais de l'art aussi, parce que voilà, j'ai envie de transmettre un message, mais mon message ne peut pas être je ne peux pas être présent à toutes mes expositions. Chacun doit comprendre aussi ce qu'il voit à travers ces images. Donc moi c'est très important quand les gens se questionnent, ils parlent à travers mes images de leur expérience personnelle. Donc ça m'est déjà arrivé dans des expositions où j'étais là un peu en incognito, où des gens parlaient justement de mes images et avaient une vision complètement différente de ce que moi je voulais transmettre. Et c'était très intéressant. Par exemple, alors je pense notamment à la photo que j'avais fait pour une résidence à Deauville. Donc c'est c'est dans le casino. Et où j'ai installé un lit avec une lampe. En fait, je prenais des intérieurs d'habitants et j'ai déménagé dans des lieux un peu insolites. Et donc aussi ouais, je me souviens, j'ai vu cette photo, on retrouvait le lit d'un enfant au milieu donc t'avais pris dans une maison de quelqu'un. Oui. Ça doit créer des situations assez originales. Et tu prenais le lit de quelqu'un de lambda, quoi, comme si tu prenais mon lit, et tu l'avais mis dans le casino de Deauville. Exactement. Et donc là, il y avait tout le processus de déménagement qui était effectivement très insolite. Et en fait, quand moi, donc il y avait tout ce message justement sur la réappropriation de l'individu par rapport à l'espace public, au domaine public. Et en fait, quand cette dame discutait, elle parlait plutôt de son addiction, donc au casino, du fait que elle se voyait dormir en fait au casino, et c'était très intéressant parce que moi, je suis pas un adepte des casinos, mais alors j'avais pas vu cette vision-là, mais c'est aussi la réinterprétation des spectateurs qui est très intéressante aussi dans mon travail. Moi, je trouve parfois dans ton travail, ça me fait penser un peu à un film, si je peux me permettre, de Truman Show. Oui. En fait, ça me fait un peu penser à ça, dans le sens où, il y a le quotidien, il y a des choses qu'on prend pour acquis, qu'on considère comme normales, qu'on questionne plus. Il y a un peu cette idée de, absurde, un peu humoristique aussi qu'il y a dans tes photos, et que finalement, c'est un peu une joke, quoi, tu vois. Et que notre système, en vrai, ça peut avoir cet aspect. Oui, c'est un peu une blague, quoi. Enfin, non, on accepte le truc, ou alors on questionne plus des choses. On s'y habitue, finalement. On s'y habitue, exactement. Et moi, du coup, ça me fait pas mal penser à ça, quand je regarde tes photos. Dans mon travail, justement, il y a beaucoup cette, j'ai pas encore parlé de cette notion-là, c'est de réalité et fiction. Donc, c'est-à-dire que, c'est des images réelles qui, après, sont transformées en fictionnelles, comme dans Truman Show, finalement. Exactement. Et ça me fait pas mal penser à ça, Super intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux développer d'autres sur ton travail, ou tu trouves qu'on a déjà fait un bon petit tour Non, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Alors après, oui, je pourrais parler parce que donc je me suis beaucoup concentré dans les débuts de
de mes recherches sur l'individu, l'habitat intime. Oui. Et actuellement, c'est vrai que mon travail s'élargit un petit peu plus sur la construction d'une ville, parce que finalement, ça fait partie aussi de la construction de soi et de l'intime. Et donc je travaille sur justement comment on construit les villes aussi actuellement. Donc voilà, c'est tout un projet aussi que je mène sur qu'est-ce que la ville finalement et comment on la construit, comment ça interfère aussi avec le chez soi. Oui, comment ça a un impact sur nous et aussi ce que ça dit de nous, en Exactement. tout cas des choix qu'on fait. Exactement. J'aime bien continuer un petit peu le podcast sur des questions un peu plus perso, pas du tout intrusives, je te rassure. Mais j'aime bien connaître un peu les routines, comment tu travailles, etc. Et après on finira par des petites questions un peu rapides. Voilà. Ça te va ? Très bien, il y a pas de souci. Déjà j'aime bien savoir un peu, est-ce que tu as une journée type ? Est-ce que tu as une orga super carrée ou comment ça se passe ? Alors moi je suis quelqu'un de très dynamique et qui a besoin de faire beaucoup de choses et en même temps parfois. Donc oui, c'est les journées types, c'est je me lève assez tôt, je suis quelqu'un du matin. C'est-à-dire c'est tôt, 8h à peu près pour commencer à travailler vers 8h30. OK. Des horaires habituels, mais pour les artistes généralement c'est vers midi. Oui. Voilà, on va pas se mentir. C'est toi qui l'as dit. Voilà. Donc oui, c'est généralement je fais des. Alors c'est en fait c'est assez compliqué d'exprimer ça parce que c'est par envie. Donc parfois ça peut être des retouches, généralement c'est le matin la retouche, mais ça peut être aussi un travail de bois, donc construction des cadres, de la scénographie. Okay. Et j'ai besoin aussi de faire deux choses en même temps. Donc c'est-à-dire que je vais travailler sur mes retouches, ensuite je vais en avoir marre, donc je vais soit travailler sur une autre image, soit partir travailler mon bois. Enfin voilà, j'ai besoin de faire beaucoup de choses en même temps pour en fait rester motivé, rester concentré et aussi avoir un regard un peu neuf quand je reviens. Mais le matin c'est plutôt un travail d'atelier du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et finalement l'après-midi je profite justement pour faire beaucoup de travaux sur le bois, donc sur mon balcon là comme je peux. Et voilà, c'est généralement un travail de bricolage, de construction. Ok, super. Et après, tu gères un peu les expos, les sorties. Oui, c'est ça. Après, oui, j'essaye de. Enfin, là, c'était plus pour la phase de création, mais généralement, oui, effectivement, quand il y a une phase de recherche, donc ça, donc je ressors tous mes bouquins d'art que j'apprécie, je me réinforme sur l'actualité, je vais sur des lieux, donc je marche beaucoup, donc ça me prend la journée généralement ou le week-end complètement. Donc j'ai fait un projet sur les Vites, donc le promoteur, et donc c'était dans les Yvelines, donc j'ai passé mon week-end là-bas. Oui, parce que finalement toi tu bouges pas mal. Oui, c'est ça. J'essaie de rester alerte aussi sur ce qui m'entoure et ce qui peut m'intéresser. Donc quand je vois une actualité qui m'intéresse, j'essaie d'aller voir, de voir si moi je suis interpellé, parce que je cherche pas non plus à faire une sorte de buzz ou de trucs intéressants mais qui m'intéressent pas vraiment. Et donc ça t'est déjà arrivé d'aller sur place et que tu fasses Ah oui, souvent. Souvent, voilà. Ouais. Parce que je m'intéresse notamment un peu à l'architecture brutaliste, donc c'est des bâtiments très très durs, très 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 costauds. Et des fois, quand je vais voir ces bâtiments-là, c'est très photogénique. On peut en tirer de belles images. Ouais. Mais bon, ça m'intéresse pas parce que effectivement, parce qu'il y a des angles. C'est ça, c'est brut. On peut voir des gens. Moi, il y a cette première, donc il y a cette première image qui est difficile aussi à passer, parce que voilà, on arrive dans un lieu on connaît pas. Et il faut aller au-delà. Enfin, dans mon travail, j'essaie d'aller au-delà de ce lieu-là, d'essayer de m'intéresser un peu plus à l'aspect profond. Et c'est assez long, c'est un travail très long, parce que justement, je ne fais pas partie de la ville, du quartier, donc je dois l'appréhender, je dois le construire mentalement. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de marches, j'essaie de rencontrer des gens, j'essaye d'aller soit dans les petits musées locaux, soit aller dans les marchés, j'aime beaucoup ça. Ouais, tu t'imprègnes du lieu, c'est quoi. Ça. Et j'essaie de voir des choses qui m'interpellent, qui capte mon regard, et à partir de là, si ça a capté mon regard, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel je veux travailler. Il faut creuser après. Ouais, exactement. Ok.
Et tu travailles en musique, dans le silence, ça se passe comment? Moi, c'est silence complet. Ah ouais. Je suis très monotache, donc je ne peux pas écouter de la musique. Alors, j'écoute de la musique je travaille de manière plus manuelle, mais quand c'est un travail voilà où ça nécessite de la concentration, c'est silence. Ah ouais. C'est très difficile pour moi de travailler autrement. Ok, c'est marrant, on a chacun un peu nos petits trucs. Ok. On va passer par... on va faire des petites questions un peu rapides, un peu marrantes. Ok. Ouais. Toutes mes questions sont très marrantes, mais là, elles sont encore plus drôles. J'en suis sûr. Si tu pouvais acheter une œuvre, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu achèterais? Je pense que sans hésiter, alors beaucoup de photographes diront pareil, je pense, c'est les œuvres de Jeff Wall, artiste américain incroyable, et du coup oui, j'achèterais tout ce qu'il fait, sans problème. Je sais pas s'il y aura de la place là, mon âme, mais oui, bon, je rachèterai une maison qui permettra de stocker toutes les œuvres de Jeff Wall. Ok. Si tu pouvais dîner avec un autre artiste. Dîner. Je pense que je dînerais avec Fontcuberta, un artiste espagnol, photographe. Alors je l'ai déjà rencontré à Arles et il avait l'air tellement gentil et j'adore son travail. Et je n'attendais qu'une chose, qu'on aille faire un dîner, donc forcément. Trop bien. Peut-être un jour. Peut-être un jour. J'espère le rencontrer à nouveau à Arles, si tu m'entends. Est-ce que tu as un petit mantra, une petite phrase, un petit truc qui te tient au quotidien, que tu suis pas mal? C'est une question un peu difficile quand même. Je dirais, je reprendrai un peu celui de ma mère qui est il y a toujours une solution. Alors c'est un peu con, mais en vrai, je dirais que c'est mon mantra parce que c'est un peu la phrase type que j'ai depuis tout petit, donc et qui me permet aussi de gérer un peu les situations difficiles. Donc c'est... Genre les déménagements à Deauville pour emmener des lits dans les cabines. Oui, complètement, où personne ne veut de toi, et personne ne veut déménager ces objets, donc oui, ça c'est... Il y a toujours une solution. Mais ça marche bien. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier d'artiste? Je dirais ces moments un peu d'épiphanie alors c'est des moments je les appelle souvent les moments d'épiphanie parce que c'est des moments où je suis à mon apogée créatif, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées et je dois les concevoir, je dois les faire et je dois les écrire, je dois faire quelque chose. Donc c'est des trop bons moments en tant qu'artiste parce que voilà, mais ça peut durer très longtemps et le problème c'est que ça peut être aussi durant la nuit, donc avant de me coucher je peux avoir des épiphanies et donc je dors plus. Là faut que tu y ailles quoi. Ouais, faut que j'y aille parce que sinon elles vont m'échapper ou alors je vais trouver ça nul forcément. Donc c'est des moments où créatifs très très intéressants je trouve, et c'est des moments quand je les ai où je me dis c'est trop cool. Est-ce que tu aimes le moins? Je dirais l'aspect commercial de l'art, parce que ça c'est très difficile pour moi déjà de gérer cet aspect commercial, parce qu'il y a toujours cet aspect communication de savoir se vendre, de savoir parler de son projet, d'estimer en fait combien ça coûte, ou alors d'avoir des financements pour pouvoir faire ses projets. C'est un énorme sujet en fait en tant qu'artiste sur les financements et comment tu finances tes projets. Et ou aussi encore pire, c'est comment tu finances ta propre vie au quotidien, parce qu'en tant qu'artiste, on vit assez peu finalement de la vente de ses œuvres. Et c'est comment finalement on peut continuer à être artiste tout en ayant une indépendance artistique, parce que c'est ça aussi qui est très difficile, c'est de conserver son indépendance artistique, cette liberté de création. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais? Un autre métier? Je dirais que je ferais tout ce que je fais actuellement, parce que je suis quelqu'un d'assez polyvalent, donc c'est vrai, on l'a vu. J'aime beaucoup construire, j'aime beaucoup faire de la 3D, etc. Donc je ferai tout ça, je pense encore, mais de manière peut-être professionnelle, j'en sais rien. Bricoleur quoi. Voilà, polyvalent. Ouais. Homme à tout faire. Voilà, employé polyvalent. Voilà. Très bien.
Ok. Et avant qu'on se quitte, déjà, est-ce que tu as des actus à partager et aussi est-ce que tu peux m'indiquer aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail, te suivre, etc. Oui, bien sûr. Alors, on peut retrouver donc certaines de mes œuvres au studio Artera, à Paris 10e. Je crois que tu avais déjà fait un podcast dessus. Oui. Il y a un épisode sur un vernissage, une expo qui s'appelle Close Up du studio Artera. Et il y a pas mal d'artistes de Studio Visite qui sont aussi représentés par le studio Artera. Donc oui, bien sûr, les auditeurs et auditrices peuvent retrouver aussi toutes les références du studio Artera dans cet épisode bonus sur Close Up, où il y avait tes œuvres d'ailleurs. Exactement. En plus. Ouais. Et ensuite, sur mon site internet, forcément, et donc vincentmarc.com. Et après, voilà, c'est... Est-ce que tu as des actus un peu, là, des projets à venir dont tu peux parler, ou c'est un peu secret? C'est un peu secret, mais oui, il y a des projets que je vais essayer de faire en juin et en septembre. J'aimerais bien partir pour cela à l'étranger pour certaines choses un peu secrètes. Voilà. Ok, ça va. Mais en attendant, on peut aller voir ton travail au studio Artera. On peut aussi te contacter sur ton site. Exactement. Sur tes réseaux sociaux. Je crois que t'as Instagram. Oui, j'ai Instagram. On peut me contacter dessus. Et aussi. voilà, si on veut voir ton travail, si on veut en acheter et tout ça. Oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup à toi. C'était très agréable. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.